Bonjour, bonjour. Donc nous sommes toujours au Mexique, dans la ville de Mexico. Nous sommes avec Donaji Alba. Donaji Alba, je francise un peu le nom. Donaji Alba est secrétaire d'organisation du parti Morena dans la ville de Mexico. Donc évidemment, c'est important puisque ce parti qui a été créé a porté le président ou a porté Andrés Manuel López Obrador à la présidence. On va voir un peu quel a été le travail de Morena depuis sa fondation. Et puis, on viendra évidemment sur les enjeux politiques au Mexique, sur ce qui s'est accompli durant les 2 premières années du mandat de Andrés Manuel López Obrador. Nous sommes avec Donaji Alba. Donaji, bonjour, comment allez-vous? Et puis en plus, autant joindre l'utile à l'agréable. Donaji parle un français exceptionnel. Donaji Alba, ahora si je le prononce bien, bonjour. Bonjour, bonjour et merci beaucoup Romain et à ton public de Deux Rives. C'est un plaisir de parler avec vous. Alors, Donaji, est-ce que vous pouvez revenir sur la création du mouvement Morena? Quand a-t-il été créé? Pourquoi? Est-ce un mouvement, un parti politique? Oui. On a été créé à l'année 2012. On a commencé tout le processus qu'on nous demande au Mexique pour créer un parti politique. Au début, on était un mouvement social. Et après toute la fraude produite en 2006 et 2012, Andrés Manuel López Obrador nous a proposé de créer un parti politique. Donc, on a fait des assemblées dans les 300 districts politiques du Mexique. Moi, j'ai participé à ça. Avant, j'étais traductrice. Comme moi, beaucoup de personnes qui avaient d'occupations diverses ont participé à cette création. On a participé à ces assemblées et on a voté dans ces assemblées qu'on voulait devenir un parti politique sans laisser de côté la lutte pour les mouvements sociaux. Donc, on a voté pour la création du parti politique, mais aussi pour rester comme un mouvement social dans le Mexique, parce que c'est important de ne pas s'oublier d'où on vient et ce qu'on veut. Donc, en 2014, 2 années après, on a réussi le registre dans l'Institut national électoral, l'INE. Donc, on a obtenu le registre comme parti politique pour participer aux élections fédérales. Et notre première élection a été en 2015, une année après. Et disons qu'on est né avec un grand succès parce que dès le début de la première élection, on a obtenu beaucoup de réussite dans le pays. Et disons qu'après, ce qu'on a voulu être, c'est de nous perfectionner dans les objectifs primordiaux d'obtenir une structure électorale importante. Parce qu'on venait des fraudes électorales dans le Mexique. Donc notre objectif, c'était qu'en 2018, l'élection d'Andrés Manuel, on voulait obtenir la présidence avec lui. Donc, on voulait être certain qu'on réussirait et qu'on ne nous imposerait un président. On a réussi, ça c'est le problème peut-être, qu'on a réussi parce qu'après, on a dû recréer le parti. Notre objectif de la création, c'était de gagner cette élection en 2018. Et on a gagné, Andrés Manuel est le président. Et là, on doit repenser ce qu'on veut du parti politique. On n'est plus l'opposition. On n'est plus dans la bataille électorale primordiale. On doit refaire notre objectif comme parti politique. Et quels sont et quels doivent être les principes politiques fondateurs de Morena? Le principe fondateur de Morena, c'est de renouveler la vie politique, de faire une manière différente de faire politique, parce que peut-être comme partout dans le monde, les partis politiques ou la pratique de la politique n'a pas une bonne réputation. On veut faire penser aux gens que la politique c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine, qui sert seulement à voler, qui est, disons, mouillé de corruption. Partout dans le monde, je pense que c'est pareil. Donc, on voulait recréer, renouveler la manière de faire politique. Ça, c'est le principe fondateur.
ne pas mentir, ne pas voler et ne pas trahir au Mexique, au principe du bonheur des Mexicains. Donc c'est ça notre objectif et c'est ça ce qu'on est en train de faire là maintenant. Parce qu'on a créé un parti politique qui est fort d'une façon électorale, mais là on doit repenser comment faire politique, comment faire comprendre aux politiciens qui sont à Morena et aux politiciens d'autres partis politiques et à la population mexicaine que la politique est créée pour servir et n'est pas pour se servir. Je pense que c'est pareil en français. C'est-à-dire, la politique, ça sert à créer du bonheur, à créer des principes du bonheur, du bien-être. Voilà, ça c'est le mot, le bien-être de la population. Donc, nous, à Morena, on a plusieurs outils pour élever les politiciens qu'on a. Non pas seulement ceux qui sont déjà dans les positions de décision, qui sont des députés ou des sénateurs ou des présidents municipaux, mais aussi aux militants comme moi qui sont partis du parti politique et qui doivent réapprendre les outils qu'on a. Par exemple, on a un institut de formation politique dans lequel tous les militants, théoriquement tous les députés, les sénateurs doivent recevoir des cours pour réapprendre la manière de faire politique. Donc ça c'est l'objectif là maintenant, parce que être dans la présidence c'est bien sûr très important. Le déroulement d'Andrés Manuel López Obrador a été exceptionnel, mais ce qu'on veut, c'est que ça continue plusieurs années. Donc, c'est ça l'objectif du parti, la continuation de ce programme d'Andrés Manuel. Justement, donc vous êtes secrétaire d'organisation du parti Morena dans la ville de Mexico. En quoi ça consiste réellement? Oui, je suis secrétaire d'organisation et je travaille aussi dans l'Institut de formation politique et je suis chargée de relations internationales dans l'Institut. Donc, comme secrétaire d'organisation, ce qu'on fait, c'est organiser on les appelle en espagnol comités de militantes de Morena, c'est-à-dire le comité de petits groupes de personnes qui se réunissent partout dans la ville pour connaître et faire connaître à la population ce que Morena est pour l'organisation. Et quand il y a des élections, pour s'organiser pour faire la promotion des candidats de Morena et le jour de la votation pour être dans las casillas et observer que tout se passe d'une manière organisée et qu'il n'y a pas de fraude électorale. C'est-à-dire la secrétariat d'organisation, la secrétaire d'organisation, ce qu'il fait, c'est d'organiser les militants de Morena dans la ville et pendant les élections. Ça, c'est ma tâche, non? Très bien, donc maintenant on va revenir sur les 2 premières années qui se sont écoulées, les 2 premières années au pouvoir du président Andrés Manuel López Obrador. Comment, depuis la présidence, cela a changé la vie des Mexicains? Andrés Manuel, il avait dès le début, il avait très clair dans sa tête que la première chose qu'il devait combattre, c'était la corruption. Parce que la corruption, c'est une manière de vie dans le Mexique, dans la vie politique. Pas seulement les grands salaires que recevaient les présidents, les ministres, etc., mais aussi la manière de tricher pour obtenir de l'argent, pour avoir de l'argent de n'importe quoi. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est de combattre la corruption à tous les niveaux. Non pas seulement en réduisant son salaire à lui et créant une loi pour que tout le monde tous les ministres et tout le monde a dû réduire son salaire, mais aussi combattre la corruption de diverses manières. Par exemple, le vol d'hydrocarbures, de gasolina. Ça, c'était quelque chose de très courant au Mexique. Donc, la première chose qu'il a fait, c'était de combattre le vol de gasolina, d'essence au Mexique. Il a découvert qu'il y avait une chaîne énorme
de vol d'essence et qui faisait mal à l'entreprise la plus importante du Mexique, qui est Pemex. Pemex, avant, c'était propriétaire du pays. Elle a été privatisée pendant le gouvernement de Peña Nieto. Donc, au début, ça c'est une des grandes luttes qu'on avait contre la privatisation de Pemex. Mais bon, c'était privatisé. À la fin, c'était non pas seulement privatisé, mais on volait de l'essence partout. Il y avait des chaînes de vol d'essence, même dans des maisons particulières. Donc ça, c'est une des grandes choses. Et ce programme contre le vol d'essence, c'était non pas seulement contre la corruption, mais aussi pour faire revaloriser Pemex. Pemex comme une entreprise du gouvernement, des Mexicains, comme une entreprise qui peut faire du bien au Mexique. Donc, le vol d'hydrocarbures, le combat contre la corruption, et tout ça pour donner plus de bénéfices aux Mexicains. Il y a toute une énorme quantité de programmes pour que le Mexicain puisse se bénéficier. On peut parler, Andrés Manuel a dit hier que plus ou moins 70% des Mexicains reçoivent un des programmes, que ce soit pour les mères qui n'ont pas de moyens pour soutenir les enfants à l'école, etc. Pour les personnes adultes, ils reçoivent de l'argent du gouvernement, c'est-à-dire toute une série de bénéfices pour les Mexicains. 50% des Français en reçoivent. Oui, je sais. Des allocations, selon les chiffres officiels. Je sais. Mais on ne dit pas que la France est communiste, ni populiste, ni rien du tout. Mais c'était un petit aparté. Voilà, mais avant, au Mexique, c'était rien du tout. La première personne qui a fait ça au Mexique, c'était Andrés Manuel quand il a été maire de la ville de Mexico. Et on a dit la même chose. C'est toujours la droite au monde qui réagit de la même manière. Il disait qu'il était communiste et tout. Après, ils ont voulu faire une copie mal faite de ces programmes. Et maintenant, c'est non pas seulement ça augmente le programme, mais ça est devenu une loi. Aujourd'hui, au Mexique, grâce à Andrés Manuel et aux députés de Morena, au Congrès fédéral, ça c'est une loi. Tous les enfants, toutes les personnes adultes, toutes les mères doivent recevoir par loi cette aide du gouvernement. Et toute une série d'autres programmes, que ce soit par exemple le combat à la corruption est déjà puni par loi. Avant, c'était pas ça, c'était pas le cas. La corruption électorale, c'est-à-dire le tricher dans les élections, c'est aussi puni par loi. Avant, c'était pas le cas. Je pourrais dire qu'il y a maintenant qu'on est dans cette pandémie, on est vraiment dans le pire des situations, comme partout dans le monde. Mais non, on a pour la première fois un gouvernement qui est pour le bonheur et le bien-être des Mexicains. Dans cette pandémie, on a réduit toute une série de contrats qui s'étaient faits pour voler l'argent. Maintenant, je ne sais pas comment dire en français, mais on a eu une réduction de 1,5 billion de pesos. C'est 1,1 billion de pesos. Et tout ça, maintenant, est utilisé pour toutes les denrées des hôpitaux. On va avoir, par exemple, la vaccine contre le coronavirus bientôt. On est en train juste d'attendre les résultats des preuves. Mais cette vaccine sera gratuite pour toute la population au Mexique. Ce sera un programme entre le gouvernement du Mexique et d'Argentine pour avoir cette vaccine gratuitement pour tout le monde. Donc, voilà, je pourrais dire qu'à partir de ce combat à la corruption, on peut bénéficier les Mexicains de toute une série de bénéfices pour vivre bien, pour avoir de la santé, pour avoir du bien-être. Voilà. Il y a une récente mesure qui a été votée notamment au Sénat mexicain pour enlever l'immunité
au président de la République et pour qu'il soit jugé comme n'importe quel citoyen si évidemment il viole la loi. Alors évidemment ça, vu depuis certains pays étrangers, ça fait rêver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette levée de l'immunité présidentielle? L'objectif, c'est de faire comprendre que la corruption va être punie, non, dans tous les cas. Donc, l'objectif, c'est de justement renouveler la manière de faire politique partout dans le monde. Le premier exemple, ça serait Andrés Manuel même, qui, si elle fait quelque chose de mauvais, il peut être jugé. Il n'a pas d'immunité. Avant, cette immunité s'était instaurée pour tous les politiciens, les députés locaux, fédéraux, les sénateurs, les présidents, tout le monde. C'était instauré pour que l'objectif avant, c'était de ne pas persécuter quelqu'un qui faisait du bien à sa population. Mais parmi le temps, ça a changé. Ça a été utilisé pour justement pour faire de la corruption partout et tout le temps. Et là, ce qu'on veut faire, c'est lutter contre ça. Donc, Andrés Manuel même, il se met comme exemple. Je sais bien que ça peut être vu comme un objectif de persécution contre l'opposition, mais pas forcément parce qu'il y aura, disons, des processus justes pour tout le monde. Donc, si quelqu'un doit être jugé, dorénavant, ça sera d'une manière juste. Donc, c'est une manière aussi de lutter contre la corruption. C'est ça l'objectif. Parce que, justement, le but, c'est de changer toute forme de corruption et renouveler la manière de faire politique dans le pays. Alors, vous êtes aussi connu au Mexique pour votre engagement dans la défense des droits des communautés LGBTI. Ça ne doit pas être si simple dans un pays qui est quand même caractérisé, comme d'autres pays en Amérique latine, mais qui est quand même caractérisé par un machisme très fort. Elle en est où, cette lutte? Pas forcément. La ville de Mexico est différente. À la ville de Mexico, tout le droit, toutes les libertés, disons par exemple le droit à l'avortement, le droit au matrimonios igualitarios, on dit en espagnol. Le mariage pour tous. Mariage pour tous, voilà. Ça existe depuis l'année 2000. Ça existe depuis longtemps à la ville de Mexico. Cependant, dans le pays, ce n'est pas le cas. La ville de Mexico a déjà depuis longtemps lutté contre toute forme de racisme et de discrimination contre les personnes. Depuis longtemps. Par exemple, là, ça fait un mois à peine, on a instauré la lutte contre les thérapies de conversion à la ville de Mexico, las terapias de conversión. C'est-à-dire que ça existait toujours, que c'était le cas que des personnes pouvaient recevoir des thérapies pour ne pas être homosexuels. Ça existait à la ville de Mexico, c'était légal, maintenant c'est pas légal. C'est-à-dire toutes sortes de discriminations et persécutées, non pas seulement pour l'orientation sexuelle, mais aussi contre toutes les populations, disons, démunies, par exemple les indigènes à la ville de Mexico ou dans le pays, ça peut être le cas. Les femmes, bien sûr, etc. Enfin, c'est difficile, mais je dirais qu'on a eu à la ville de Mexico, c'est toujours la ville de Mexico qui fait un impulso, qui donne un impulso, ¿no? Qui fait pousser les autres États. Parce qu'il faut beaucoup de choses. Il y a maintenant toujours au Mexique, chaque État, chaque région vote la légalisation de l'avortement. Il y a encore beaucoup d'États qui n'ont pas cette légalisation de l'avortement. Il y a toujours le cas des églises qui ont une opinion d'après le député ou les sénateurs, etc., qui doivent voter ces lois. Donc oui, c'est important de dire que à Morena, on est pour le bonheur des personnes, pour le bonheur des citoyens, pour la liberté. Ça, c'est quelque chose
la droite veut dire que ce n'est pas le cas. Mais je suis certaine, parce que moi j'ai été dès le début une partie pour la liberté. Je peux dire qu'à Morena, on a lutté dès le début pour contre toute cette forme de discrimination. Par exemple, à Morena, on a eu dès le début un secrétario de diversité sexuelle, une représentation de la diversité sexuelle comme il n'existait pas dans d'autres partis politiques, parce qu'on savait que cette agenda de droits, de liberté, c'était important pour le bonheur des personnes. Dernière question, quels sont les enjeux maintenant pour les 4 années restantes du président Andrés Manuel López Obrador? Les enjeux, d'abord, c'est la santé, comme partout dans le monde, et l'économie. Bien sûr, on est dans une situation très compliquée. On doit penser que la santé et les possibilités économiques des gens, c'est le premier enjeu. Mais les possibilités économiques des personnes et des personnes au singulier, pas nécessairement des grandes entreprises. Parce qu'avant, au Mexique, ce qui s'est passé quand il y avait des grandes catastrophes comme celles qu'on a maintenant, c'est que les premières personnes qui recevaient des aides de l'État, c'était les entreprises. Les grands capitales recevaient des aides du gouvernement pour continuer, parce qu'on pensait que le grand capital représentait la population quelconque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait que ça va pas se passer comme ça. Au Mexique, dans le gouvernement d'Andrés Manuel, on sait que c'est la singularité ce qui compte. La petite entreprise, la petite épicerie qui est au coin de la rue, une mère qui fait des travaux chez elle, c'est ça qui est important. Parce que c'est ça, ce qui fait pousser l'économie partout dans les pays. Donc, les petites entreprises, la population quelconque, c'est la population qui va recevoir des aides, non pas les grandes entreprises. Parce que c'est grâce à eux que le Mexique va bien continuer. Et un autre grand enjeu, c'est de penser que cette quatrième transformation, la quarta transformation, doit continuer pour beaucoup de temps. 6 années, ce n'est pas suffisant, ni 4 années qui restent. Il faut avoir un projet à plus long terme. Il faut avoir un projet qui perdure pour beaucoup de temps. Et pour faire ceci, il faut penser que la rénovation de la forme de faire politique, il faut penser qu'à 2024, que sera la suivante élection, il doit avoir un projet de continuation de tout ceci. Parce que, disons que le mal a été fait pour beaucoup de temps. Donc, le pays il manque beaucoup de temps pour refaire et pour reconstituer notre situation dans le pays. Donarí Alba, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias et bonjour à tout le monde et bonne chance. C'était en direct de Mexico, donc une petite interview de Donarí Alba, qui est secrétaire d'organisation pour le parti Morena, le parti du président Andrés Manuel López Obrador. Je remercie bien évidemment tous les contributeurs des deux rives qui ont permis la réalisation de cette interview et des autres qui suivront au Mexique. Des fois on nous demande mais il va où mon pognon? Eh bien votre argent, il va dans cela, dans des reportages sur le terrain en Amérique latine, et il sert évidemment à financer le transport, la logistique, les repas et surtout à rencontrer des personnes merveilleuses comme Donarí Alba. C'était un autre point de vue sur le Mexique en exclusivité sur les deux rives. Merci beaucoup et continuez à nous soutenir.